au travail, elles sont à la maison, elles sont dans la rue, mais elles sont encore loin des urnes. On se préoccupe des droits des travailleuses, travail de nuit et congé maternité, pourtant les droits des citoyennes n'intéressent pas les législateurs. Alors, un peu partout en Europe, les femmes descendent dans la rue. Ce 8 mars, le défilé du Frauentag est l'occasion pour les féministes allemandes de réclamer massivement le droit de vote. Radicales, les suffragettes britanniques multiplient les actions d'éclat, souvent violentes, sur la voie publique. Ce qui les mène en prison, où elles entament des grèves de la faim pour obtenir le statut de prisonnière politique. L'Union française pour le suffrage des femmes rassemble 9000 adhérentes et un grand défilé féministe est prévu pour juillet. Il aura lieu en l'honneur de Condorcet, penseur des Lumières et partisan de l'admission des femmes au droit de cité. Ce sera de fait la première journée de la femme en France. En Allemagne, elle existe depuis 1913. Ça sert à se rappeler qu'il faut être mobilisé. C'est pas une fête, là. Fait pas des gâteaux et des ballons. C'est pas ça du tout, du tout. C'est comprendre le sens de la lutte et comprendre la nécessité de la lutte. C'est à ça que ça sert, le 8 mars. C'est pour ça que ça a été fait en 1910. Le combat le plus difficile et le plus spectaculaire mené par les femmes occidentales a été celui du droit de vote. En fait, l'égalité politique des femmes n'a été acquise qu'au terme d'une bataille héroïque. Les femmes ne peuvent pas être des citoyennes. Et on présente comme absolument antinomique le statut de mère et de citoyen. Une femme ne peut pas être citoyenne, elle ne peut être que mère de citoyen. Et finalement, dans la grande majorité des pays du monde occidental, se mettent en place des mouvements de revendication féministes et qui mettent au premier plan de leur agenda la revendication du droit de vote des femmes. Jusqu'à ce que Mme Pankhurst, la grande féministe anglaise, crée le mouvement des suffragettes, qui va faire la une des journaux presque quotidiennement, qui va organiser des manifestations, même avoir recours parfois à une certaine forme de violence, comme par exemple briser des vitres ou renverser des boîtes de courrier ou s'enchaîner sur les grilles de murs, etc., parce que la police leur demande de circuler, elles ne peuvent pas circuler parce qu'elles sont enchaînées, etc. Et ces femmes-là vont être arrêtées, vont être mises en prison. Une fois qu'elles sont en prison, elles font la grève de la faim, on les gave, et finalement, quand elles sont à l'article de la mort, on les libère. Dès qu'elles ont repris du mieux, elles retournent manifester, on les retourne en prison. Et finalement, en 1913, le mouvement prend une ampleur sans précédent, surtout à la suite du suicide d'une féministe qui, pour la cause du vote des femmes, s'est jetée sous les chevaux d'une course célèbre en Angleterre. C'est Emily Davidson qui va mourir de ses blessures et son enterrement va donner lieu à une manifestation monstre. Toutefois, le droit de vote au niveau fédéral ne sera pas accordé aux Américaines avant 1920. En Angleterre, cela se fera plus tôt. En 1918, on accorde le droit de vote aux femmes de plus de 30 ans. 10 ans plus tard, il sera étendu à toutes. Mais il est arrivé aussi, durant la guerre de 14-18, un événement majeur, qui était la Révolution russe. La Révolution russe, c'était la menace d'un parti communiste international et il y avait des partis communistes puissants dans la majorité des pays européens. C'est à ce moment-là que le pape Benoît XV lui-même a changé son fusil d'épaule et est devenu favorable au droit de vote dans l'expectative d'un vote présumé conservateur des femmes qui retarderait l'arrivée au pouvoir d'un parti communiste. Et d'ailleurs, lorsque les Françaises vont l'obtenir en 1944, c'est le général de Gaulle qui va le leur donner dans cette assemblée consultative d'Alger qu'il met sur pied en prévision de la victoire des Alliés. C'est dans l'idée bien arrêtée que les Françaises ayant le droit de vote, les communistes seront probablement moins nombreux à être élus au Parlement. Le 3 décembre 1981, à l'initiative d'Antoinette Fouque, le MLF a proposé au président de la République que le 8 mars, Journée internationale des femmes,
soit décrétée fête nationale, jour férié, chômé, payé pour toutes les femmes. Depuis que Clara Zetkin obtenait en 1911 que la deuxième internationale fasse du 8 mars la journée internationale des femmes, le 8 mars a été partout, sur tous les continents, une journée de lutte. C'est en 1975 que le mouvement de libération des femmes renoue avec la tradition du 8 mars et manifeste avec d'autres groupes du mouvement des femmes contre l'année internationale de la femme décrétée par les seuls États. Depuis, chaque année, nous manifestons en nous joignant aux mouvements de libération qui naissent dans tous les pays. Ainsi, en 1979, nous étions dans les rues de Téhéran avec les 50 000 femmes qui se révoltaient contre la loi islamique. Quand les femmes iraniennes brisent leurs chaînes, ce sont les femmes du monde entier qui avancent avec elles. En 1980, à Paris, des milliers de femmes venues de toutes les régions, du Pays Basque, d'Espagne, d'Italie, d'Autriche, de Colombie, du Salvador, d'Angleterre, font de cette journée une grande journée internationale de lutte. Escortés au bord de la Seine et nous montâmes dans un grand bateau préparé. À 10 heures, nous partîmes pour le voyage après avoir imploré la bénédiction du ciel. La nouvelle colonie attire aussi des missionnaires comme Marguerite Bourgeois. Lors du voyage avec Mademoiselle Jeanne Mance, nous embarquâmes 18 filles pour Québec et Montréal. La maladie prit dans le navire. Il y eut 8 personnes mortes. Arrivant devant Québec, tout était si pauvre que cela faisait pitié. Les filles du roi n'ont pour bagage qu'un coffre contenant un bonnet, une coiffe, 2 habits de femme, une paire de gants, une paire de bas, 100 aiguilles, du fil blanc, une paire de ciseaux et 2 couteaux. Marguerite Bourgeois accueille les filles du roi à Ville-Marie.
J'allais les quérir au bord de l'eau, croyant qu'il fallait ouvrir la porte de la maison de la Sainte Vierge à toutes les filles. Notre maison était petite, et je demeurais avec elle, à cause que c'était pour fonder des familles. Jacquette Michel, Gilette Mignolet, Marguerite Lemerle-Daupré, Claude Philiberte Palin. Elles ont traversé l'océan et défriché les terres face au fleuve. Elles ont mis des enfants au monde. Beaucoup de familles à Montréal vivent dans la pauvreté et sont incapables de subvenir aux besoins de leurs enfants. Les veuves et les mères célibataires sont particulièrement vulnérables. On rapporte même des abandons de nouveau-nés et des infanticides. C'est la plus jeune qui a un enfant. Au fond de la mer, elle le jeta, je suis jeune. J'entends le boire tenter. Des femmes participent à la création de réseaux de charité pour leur venir en aide. Du côté protestant, des femmes de la bourgeoisie anglophone recueillent des fonds. Elles créent le Protestant Orphan Asylum qui accueille les orphelins et la Montreal Ladies Benevolent Society. Eliza Hervey fonde un institut pour les enfants des mères nécessiteuses. Du côté francophone, les Sœurs de la Charité à Québec et à Montréal fondent des salles d'asile et des orphelinats. D'autres femmes créent des œuvres pour secourir les mères démunies. Angélique Blondeau-Côté, Marie-Joseph Fitzbach, Marie Métivier et Rosalie Cadron-Jeté. Personne voulait nous louer une maison car on disait qu'on encourageait le vice et le péché en recevant ces pauvres filles. Veuve et mère de 11 enfants, Rosalie Cadron-Jeté fonde à Montréal une maternité, l'Hospice de Sainte-Pélagie. C'est ici qu'elle accueille les mères célibataires venues cacher une grossesse décriée par tous et qui se retrouvent le plus souvent à la rue, rejetées par leurs proches et congédiées par leur employeur dans le cas des domestiques. On est venu jusqu'à dire qu'il fallait les laisser dans la rue pour les corriger, que nous étions... Des milliers de jeunes femmes enceintes frapperont à la porte de ce refuge pour accoucher. Elles tenteront ensuite
La classe juridique, les avocats, les juges, les notaires étaient opposés parce que selon le Code civil, la femme mariée était une incapable devant la loi. Les journalistes étaient opposés, l'Église était opposée, les évêques étaient opposés et même les femmes étaient opposées au droit de vote. Alors, c'était donc un mouvement d'un petit groupe de femmes qui se sont mobilisées et qui ont été persévérantes et qui ont maintenu cette revendication-là au Parlement de Québec tous les ans à partir de 1928. Et puis, ça a pris du temps avant de l'obtenir en 1940. Madame Thérèse Casgrain, qui fut présidente de la Ligue des une situation politique donnée et l'analyse politique que les élites font de maintenir leur distinction par rapport à l'ensemble du Canada, c'est de conserver le droit civil, et le droit civil rend les femmes complètement dépendantes de leur père ou de leur mari. L'instruction des filles au Québec est beaucoup moins développée que dans le reste du Canada. L'accès aux professions leur a été fermé pendant très longtemps. Les femmes peuvent être médecins seulement depuis 1932, avocates depuis 1940, notaires depuis 1954, bon, etc. Par conséquent, il n'y a pas un noyau de femmes assez instruites et assez conscientisées pour être... Qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Ça se plaignait beaucoup, hein. Ah, mon Dieu, toujours sur mon dos et tout ça. Alors moi, je leur disais, mais peut-être si on avait un syndicat, si on avait l'union, je suis sûre que ça irait mieux, hein. Les patrons ne savaient même pas qu'on sortait en grève. On avait eu des réunions et puis, le matin, nos passerans, personne dans l'usine. Mais c'était grâce aux femmes qu'on a gagné. Avec la guerre et dans les années qui suivent, la participation des femmes au travail salarié s'intensifie.
Les femmes s'organisent pour obtenir de meilleures conditions de travail. Quand j'ai accepté de travailler dans le syndicat international du textile, la compagnie était impossible. Quand la grève a eu lieu en 1946, la compagnie croyait bien pouvoir nous briser. On travaillait au moulin de laine, seulement qu'à 35 cents de l'heure. On décida de faire une grève pour des salaires comme ils ont ailleurs. C'est rien que la justice, ça y a pas d'erreur. Le mouvement de grève s'étend aux infirmières et aux enseignantes, ainsi qu'aux travailleuses du commerce. 1000 employés du magasin Dupuis Frères, en majorité des femmes, votent l'arrêt de travail. Au bout de 3 mois, elles obtiennent des hausses de salaire et la semaine de 40 heures. Ces grèves auront un effet d'entraînement pour relever les salaires des femmes et améliorer leurs conditions de vie. Depuis 1903, Marie-Gérin Lajoie se travaillait pour changer le Code civil, pour transformer la situation des épouses, pour qu'elles aient le droit de faire des gestes civils, signer un bail, avoir un héritage, acheter une propriété, vendre une propriété, etc., etc. Les femmes ne pouvaient rien faire. Et finalement, c'est seulement lorsque la première députée, Claire Kirkland-Casgrain, a été élue. Elle est entrée à l'Assemblée nationale avec l'idée qu'il fallait absolument changer cette loi-là. Elle a mis des avocats en comité pour faire ça et ils ont abouti à une nouvelle loi qui était la loi 16 en 1964 qui a aboli la subordination civile des femmes dans le mariage. C'est-à-dire qu'on a dû ouvrir les portes qui étaient fermées à double tour. Nous avons fait présenter des projets de loi pour l'admission des femmes au barreau et ce n'est qu'en 1941 que les femmes ont pu pratiquer le droit dans la province de Québec. Nous avons également essayé de leur ouvrir les portes du notariat, c'est venu plus tard, des comptables agréés. En fait, dans tous les domaines, nous avons essayé de leur donner la facilité de gagner leur vie selon leurs aptitudes. Quand Marc Lépine arrive à l'école polytechnique, puis il dit aux filles qui sont dans la classe, vous êtes une bande de féministes. Les filles disent, hey, on n'est pas féministes, on est juste des filles qui veulent être ingénieurs. Mais pour beaucoup de monde, c'est menaçant. Alors, l'antiféminisme est apparu aussi à ce moment-là. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Répondant à l'appel de la Fédération des femmes du Québec, les femmes de 161 pays participent à la marche mondiale des femmes contre la pauvreté et la violence faite aux femmes. Le 6 décembre 1989 marquait un point tournant dans l'histoire des femmes d'ici. Un homme, ayant en main une arme semi-automatique, parcourait les étages de l'école polytechnique et assassinait 14 femmes. Polytechnique était un crime politique contre les femmes et contre les féministes. C'est la douleur du constat que l'on cible encore et toujours les femmes qui ne restent pas à leur place. C'est la même douleur qui émerge lorsque nous dévoilons par milliers les agressions sexuelles vécues. 1181 femmes autochtones portées disparues, assassinées depuis 30 ans. C'est beaucoup. Une porte est ouverte à une violence gratuite. Et nous, les femmes autochtones, on est les meilleures cibles pour ces prédateurs-là.
Donc, on a un gros travail à faire parce que la justice ne bouge pas. Nous sommes partout au Québec, partout dans le monde en mouvement. En mouvement pour refuser l'effacement et le déni de nos histoires et de notre savoir.